Bonsoir à tous. Vous êtes dans On fait le point. Bienvenue. Vous le savez, donc depuis quelques jours, les ministres de la Transition se relaient pour expliquer aux Guinéens comment les fonds alloués à leur département ont été utilisés et quels sont les projets exécutés et ceux en cours d'exécution. Et ce soir, nous recevons la ministre de l'Information et de la Communication, Aminata Kaba, qui se soumet donc à cet exercice. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir, Jamila. Alors, dans l'exercice 2022, votre département a reçu forcément des fonds. Comment les fonds alloués à votre département ont été utilisés? Pour l'exercice 2022, nous avons reçu un budget d'à peu près 86 milliards de francs. Et nous avons aujourd'hui un taux d'exécution de 71%, ce qui veut dire qu'on a à peu près 61 milliards qui ont été dépensés. Nous avons en premier lieu les dépenses allouées au personnel, qui font à peu près 82,36% de taux d'exécution. Donc on a une baisse quand même de plus de 18%, parce que nous avons détecté des fictifs et dans le cadre de l'assainissement du fichier du personnel, donc ce qui a entraîné une baisse des coûts au niveau des dépenses du personnel. Ensuite, nous avons à peu près les dépenses des biens et services, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses de fonctionnement propres au ministère. Et aujourd'hui, nous avons un taux d'exécution d'à peu près 46%. Et nous avons pu, en ce sens, réaliser quand même la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et aussi, nous avons pu organiser la revue annuelle des radios rurales, qui n'avait pas été faite depuis un peu plus de 2 ans. Donc, nous avons pu quand même utiliser ce budget ainsi. Ensuite, nous avons aussi les dépenses de transfert. Les dépenses de transfert, le budget est à peu près de plus de 2 milliards de francs, donc un taux d'exécution d'à peu près 50%. C'est quoi ces dépenses de transfert? Donc c'est les EPA, c'est-à-dire les établissements publics autonomes. Notamment, nous en avons 2. Qui sont actuellement actifs. Nous avons l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et aussi nous avons l'Agence guinéenne de presse, l'AGP. Et l'AGP aujourd'hui a pu quand même doter son personnel de moyens logistiques, donc ils ont acheté récemment des motos, également des équipements et matériels de production, c'est-à-dire tout ce qui est dictaphone, tout ce qui est caméra, pour que les gens qui sont sur le terrain puissent effectivement effectuer leur travail correctement, les correspondants, parce qu'il faut rappeler que l'AGP quand même représente, enfin en termes de fonctionnement, permet à la RTG en fait d'avoir des informations sur le terrain. Donc ça nous permet quand même d'optimiser les ressources qui sont mises à disposition à l'intérieur du pays. Le gros de notre budget concerne les dépenses d'investissement. Nous avons à peu près 37 milliards de crédits alloués en 2022 et on a un taux d'exécution d'un peu plus de 26 milliards, c'est-à-dire 69%. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même pu structurer nos investissements en plusieurs points. L'un des premiers projets les plus importants, c'était quand même la sécurisation et la protection des sites de diffusion et des sites de la radio rurale. Nous avons quand même pu signer plusieurs contrats pour justement non seulement rénover tous les émetteurs se trouvant sur ces sites. Et plusieurs contrats avec quelles entreprises? Nous avons 3 entreprises notamment. Une entreprise de renommée internationale qui est spécialisée dans tout ce qui est équipement, fourniture d'équipements spécialisés, les émetteurs notamment, les consoles qui servent à la production et au fonctionnement des radios rurales à l'intérieur du pays. Donc nous allons rénover à peu près 16 consoles au niveau des radios rurales. Nous allons changer tous les émetteurs des 33 sites de diffusion et des 35 stations des radios rurales. Et cela permettrait normalement d'améliorer la couverture nationale et au niveau de la télé et au niveau de la radio. Je reviens sur les entreprises. Comment le choix a été fait? Est-ce qu'il y a eu des appels d'offres? Tout ce qui est procédure d'appel d'offres, en général, ça prend 3 et 6 mois. Les contrats ont été signés, mais en termes de réalisation, ça commencera réellement à partir de l'année prochaine. Parce que les contrats ont été signés seulement au mois de novembre, à cause de toute la procédure qui a quand même pris un certain nombre de temps. Comme autre projet assez important, nous avons la construction des directions régionales du ministère de la Communication et aussi la rénovation et l'extension des radios rurales. Pourquoi? Nous avons constaté qu'on ne peut pas centraliser tout au niveau de Conakry. Il est quand même essentiel de décentraliser le fonctionnement du ministère à l'intérieur pour que justement les gens puissent travailler correctement, mais que le travail aussi puisse être un peu plus structuré. Et ce projet coûte à peu près 16 milliards en termes d'investissement réalisés. Et aujourd'hui, les travaux ont déjà débuté. Il y a quand même une avance de démarrage de plus de 20% qui a déjà été payée aux fournisseurs qui ont été sélectionnés. Nous avons le journal Auréa qui a repris quand même son fonctionnement normal. Aujourd'hui, le journal émet à peu près une fois par semaine.
Et on a aussi la relance. C'est normalement un quotidien. Un quotidien. Une fois par semaine, c'est un hebdomadaire. Oui, mais il se trouve qu'il y a quand même certaines réalités auxquelles il faut faire face. Ce journal n'a pas d'imprimeur en tant que tel, ce qui fait que ça ralentit en fait la production de ce journal. Au niveau du gouvernement, il a été revu certains projets. Et au lieu d'avoir des projets par département, tout ce qui peut être regroupé, cela sera fait. Donc aujourd'hui, tout ce qui est imprimerie nationale revient au département du secrétaire général du gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons quand même qu'il est essentiel que ce journal, qui est normalement un quotidien, puisse être doté, même si c'est d'une mini-imprimerie pour tout ce qui est fonctionnement, afin que la parution puisse se faire de façon régulière. Mais quand même, c'est important de signaler aussi que ce journal, on a la version électronique qui est un peu plus régulière et qui au moins tous les 2 jours est disponible sur les plateformes du Auréa, mais également sur les plateformes du ministère. Alors là, on va parler de la rénovation du ministère en tant que tel. Combien ça a coûté? Bon, la rénovation du ministère, en fait, n'est pas dans le budget du ministère. Il se trouve qu'après le vandalisme survenu après le 5 septembre, la présidence de la République, nous remercions déjà au passage le président, qui a bien voulu prendre en charge la rénovation dans son entièreté du ministère, pour qu'aujourd'hui nous puissions être dans des locaux dignes de ce nom. Et donc ce qui est prévu aujourd'hui dans notre budget, qui est prévu pour l'année prochaine, c'est tout ce qui est équipement informatique et puis doter aussi certaines parties du ministère en termes d'ameublement. Donc il est prévu au titre de la LFI 2023. Alors, Madame la Ministre, un des gros projets de ce département, il s'agit bien sûr du département de l'information et de la communication, c'est le passage de l'analogie au numérique. Dites-nous où on en est aujourd'hui en termes de budget, combien ça va coûter? Ce projet de TNT va coûter à peu près 66 millions d'euros, soit un peu plus de 600 milliards de nos francs guinéens. Et ce projet aujourd'hui, c'est une relance de ce projet parce que le projet a débuté depuis quelques années. Au niveau de la RTG aujourd'hui, on a effectivement le signal numérique, mais malheureusement, ce signal ne peut être reçu à l'intérieur du pays qu'à l'aide de décodeurs des télédistributeurs de la place. Et donc, ce projet, en fait, c'est un projet qui non seulement va permettre le remplacement, la dotation de la population en certains décodeurs pouvoir recevoir le signal à l'intérieur du pays, mais également nous allons à peu près avoir plus d'une quinzaine de sites repartis dans les différentes régions de la Guinée pour qu'on ait une couverture totale d'à peu près 98% en termes de signal numérique sur tout le territoire national. Donc en termes de qualité d'image, l'image sera beaucoup plus améliorée parce qu'on pourra avoir quand même de la haute définition en termes de réception d'images. Nous allons aussi, en termes de projet, construire des sites de production à l'intérieur du pays pour décentraliser un peu la production au niveau de la RTG et qu'à peu près, quand il y a des émissions à l'intérieur du pays, que les populations aussi puissent profiter effectivement de tout ce qui est qualité d'image et qualité de production directement sur place. Il est également prévu l'acquisition d'Obivan qui permettra de couvrir certains événements en direct et aussi de caméras numériques, robots, enfin toute la panoplie de la dernière technologie en termes de performance pour la radio-télévision guinéenne sera disponible une fois que ce projet sera achevé. Et juste pour rappeler, à titre de rappel, ce projet est sur 24 mois. Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, ça va être la bonne? Le contrat commercial a déjà été signé. Il y a un partenaire qui a été identifié. Les années précédentes, il y avait quand même une certaine guerre d'attribution entre plusieurs ministères, donc je vous passe quand même les détails. Mais je pense qu'on est sur la bonne relance et une fois que le plus dur en général, c'est le financement. Une fois que le financement est bouclé, le projet devrait démarrer sans problème. Alors, Madame la Ministre, on va donc directement passer à l'autre rubrique de cette émission On fait le point. Il s'agit du face-à-face. Et avec moi, donc, dans cette émission, Amadou Djuldé Diallo de la radio City FM. Bonsoir Djuldé. Bonsoir. Et Mamadou Lamine Barry du groupe Évasion Guinée. Bonsoir Lamine. Bonsoir madame. Alors, vous pouvez poser vos questions. Ma question est relative à cette décision qui avait été annoncée et prise lors du Conseil des ministres. C'est par rapport à cette télé-thématique liée donc à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Où en est-on aujourd'hui avec ce projet? Merci. Effectivement, on a annoncé la création d'une nouvelle télé-thématique. C'est un projet aujourd'hui, un projet prioritaire de la présidence de la République. Parce que le président quand même de la transition a à cœur l'épanouissement de la jeunesse guinéenne et de donner la voix
à cette jeunesse pour justement qu'elle puisse s'exprimer librement, et d'où la création de cette nouvelle télé qui est non seulement parlera d'entrepreneuriat, d'éducation, mais également de jeunesse. Aujourd'hui, les TDR de ce projet ont déjà été élaborés. Nous avons également commencé à travailler avec la CGP sur tout, parce que la CGP, juste pour vous rappeler, gère tout ce qui est projet d'envergure nationale, d'infrastructure. Donc une convention est en cours de signature avec la CGP pour justement couvrir la création de cette nouvelle télé thématique. Dans le budget de la LFI de 2023, il est prévu quand même une partie de financement de cette nouvelle télé pour qu'elle puisse voir le jour. Ça couvre à peu près 12 mois, le projet est sur 12 mois, pour que cela puisse voir le jour à partir de l'année prochaine. Pour le financement, ça va être combien? À peu près, nous avons prévu déjà le mode de fonctionnement déjà de notre nouvelle télé. Nous voulons que ce soit une SA. Donc il faut d'abord prévoir le capital de cette nouvelle télé et tout ce qui est construction. Donc nous avons prévu à peu près un budget de 60 milliards de francs pour la réalisation de cette nouvelle télé. Alors, je voudrais poser la question sur des travaux réalisés. Est-ce que la rénovation des sièges des radios rurales à l'intérieur du pays et la rénovation du siège de la radio de la RTG Boulbéné ont été financés par le budget de votre département? Si oui, combien ça a coûté? Et de l'autre côté, est-ce que toutes les réformes engagées par le département, vous avez le sentiment aujourd'hui que l'objectif sur le terrain est atteint? Mais déjà, juste pour déjà rebondir pour répondre à votre question concernant les directions régionales de mon ministère et également les directions, l'extension des sièges des radios rurales, ce budget, je l'ai dit tout à l'heure, coûte à peu près un peu plus de 16 milliards. 16 milliards, c'est un projet que nous avons trouvé en cours. Nous avons essayé de l'améliorer. Au départ, il était juste prévu la rénovation des sièges des radios rurales. Nous avons jugé nécessaire que ce budget était trop juste pour la rénovation des sièges des radios rurales, et nous avons revu le contenu en intégrant la partie reconstruction des sièges du ministère. Et l'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement de la transition, on parle de refondation de l'État. Ce qui veut dire qu'il faut déconcentrer le travail de Conakry à l'intérieur du pays pour être un peu plus performant, mais également en termes d'impact de nos activités, qu'elles puissent plus se ressentir. Donc d'où la nécessité aujourd'hui de changer le contenu de ce projet. Est-ce que dans le travail de déconcentration du travail à l'intérieur du pays, est-ce qu'au-delà de l'investissement lié au matériel, est-ce que vous avez aussi pensé aux conditions de vie des travailleurs qui relèvent de votre département à l'intérieur du pays? Je parle des correspondants de l'AGP, ainsi de suite. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je pense que je l'ai laissé un peu plus tôt. Au niveau de l'AGP, par exemple, ils ont fait l'acquisition de nouveaux matériels logistiques, notamment des motos, également de certains matériels de travail, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est appareil photo, etc. Et nous-mêmes, au niveau du ministère, nous avons prévu dans le budget pour l'année prochaine de doter, c'est déjà déconcentrer le budget au niveau des directions régionales, ce qui n'était pas prévu dans le budget de fonctionnement de cette année, par exemple. Dans les prochaines, aujourd'hui, ils auront une ligne budgétaire dédiée à leur fonctionnement, mais également au niveau des correspondants, c'est quelque chose dont nous avons conscience, et cela relève quand même des prérogatives de l'AGP qui, normalement, dans son plan d'action, doit nous soumettre, en fait, ce genre d'action pour qui, en termes de continuité, parce qu'ils ont déjà commencé, pour qu'effectivement les correspondants à l'intérieur du pays soient dotés et équipés et aussi formés pour répondre correctement au travail que leur a demandé sur le terrain. Alors, récemment, donc, le gouvernement a annoncé la création du FADEM, le Fonds d'appui au développement des médias, sous votre coordination. En fait, je parle du ministère de l'Information et de la Communication. Dites-nous comment ça va se passer. Parce que c'est un peu nouveau pour les Guinéens. C'est vrai que c'est la presse qui a demandé, mais de quoi il va s'agir exactement? Bon, déjà, le FADEM, le Fonds d'appui au développement des médias, comme son nom l'indique, c'est un fonds c'est une agence déjà qui est mise en place pour aider au financement des médias, que ce soit les médias publics ou privés. Pourquoi? Parce qu'il a été constaté justement avec les subventions qui sont déjà données au niveau des différents médias, que très souvent les gens se plaignent que la subvention elle est insuffisante, par exemple. Et on sait qu'en termes de coût d'investissement, on n'est pas patron de médias qui le veut. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut aider ces patrons de médias à faire des levées de fonds auprès des partenaires techniques
auprès des partenaires privés, que ce soit au niveau des institutions internationales, mais aussi au niveau des banques privées de la place qui très souvent accordent des lignes de crédit peut accorder des lignes de crédit justement pour le développement de ces médias-là. C'est pour ça que nous avons jugé... Avec des garanties, bien sûr. Avec des garanties, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que nous avons jugé nécessaire d'avoir une structure complètement indépendante qui permettra justement à ces différents médias de non seulement se professionnaliser, mais également répondre en fait aux différents coûts d'investissement auxquels ils font face. Il va être opérationnel quand, le FADEM? Il est déjà, les activités du FADEM ont déjà commencé. Le seul, c'est qu'on voulait quand même clarifier en fait les missions d'attribution de cette EPA là qui vient d'être mis en place. Mais sinon, la direction a déjà été mise en place depuis le mois de mai à peu près, et des actions quand même ont déjà été réalisées en interne, notamment en termes de recherche de financement pour la RTG par exemple, qui a déjà débuté en interne. Et je pense que les activités vont s'étendre aux médias privés de la place, justement pour les aider, comme je le disais tantôt, à se professionnaliser. Madame le ministre, c'est par rapport aux stagiaires, la RTG, vous savez qu'il y a des gens qui sont stagiaires là-bas depuis un peu plus de 10 ans, 20 ans, et ce sont des pères de famille, la plupart d'entre eux, et c'est eux qui font l'essentiel du job. Au début de la transition, on avait parlé de leur intégration à la fonction publique. Bien qu'ils soient là depuis des années, ils ne sont ni contractuels ni à la fonction publique. Qu'est-ce que votre département est en train de faire pour soulager ces pères de famille? Déjà, on dit stagiaire. Un stagiaire, normalement, ça ne doit pas dépasser 6 mois. C'est ça le but d'un stage. Et donc, je pense que c'est des pratiques dont nous avons hérité. Pour le moment, au niveau du gouvernement, on n'a dit pas de recrutement tant que le fichier de la fonction publique n'est assaini. Donc, tant que la biométrie qui doit être mise en place n'est pas encore en place, parce qu'il faut que nous puissions maîtriser l'effectif. Le personnel de la RTG, il y en a beaucoup qui sont soit dans les départements ministériels, soit au niveau du privé, ou j'en passe. Donc c'est un phénomène qui est là, qui s'est installé depuis des années. Malheureusement, c'est un problème dont nous avons conscience et nous allons voir le moment venu comment l'adresser, mais pour le moment, le préalable, c'est d'abord s'assurer que les effectifs sont maîtrisés et que les effectifs sont éliminés de fichiers du ministère pour que nous puissions voir comment réintégrer si ces personnes sont compétentes via un concours pour procéder à leur recrutement. Madame la ministre, on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit du Vox Pop. Les citoyens vont vous poser des questions auxquelles vous allez répondre tout à l'heure. Amadou Kaba, citoyen dans la commune de Ratoma. Madame la ministre, j'aimerais vous poser une question. Où en est-on pour la réhabilitation du studio école des journalistes? Merci. Je vous remercie de votre question. Et effectivement, lors de l'avènement du CNRD le 5 septembre, le ministère a subi un vandalisme, donc notamment le studio école qui était déjà en place, qui est le centre de perfectionnement, a été complètement dépouillé. Donc nous sommes en phase de rénovation du centre de perfectionnement pour justement faciliter le renforcement de capacité des journalistes du monde des médias et aussi la formation des médias en fonction de leur domaine bien spécifique. Donc c'est en cours et nous espérons que d'ici l'année prochaine, 2023, cette rénovation sera complètement terminée. Parce que le bâtiment est déjà prêt, il reste maintenant la partie équipement en termes d'ameublement et aussi de dotation de matériel informatique pour que les activités du centre de perfectionnement puissent reprendre. Bonjour, je suis Souma Abdoulaye Aboubakar, citoyen à Kaloum. Madame la ministre, je veux savoir quelle politique que vous comptez adopter pour que AGP soit la première de l'information que nous avons avec les différents médias de la place. Nous essayons de leur expliquer que s'ils veulent de l'information concernant les actions du gouvernement ou les actions de ce gouvernement de transition de façon globale ou de façon spécifique, donc par département ministériel, la porte leur est grande ouverte parce que leur tutelle, qui est le ministère de la Communication, est à leur disposition pour mettre à leur disposition les informations nécessaires. Aussi, l'équipement et la dotation des agents, les correspondants de l'AGP à l'intérieur du pays, il est quand même essentiel que ces gens soient outillés de façon globale afin qu'ils puissent effectuer leur travail sur le terrain. Donc c'est des actions qui sont en cours et nous espérons que d'ici le milieu de l'année 2023, nous pourrons quand même, l'AGP pourra effectivement commencer à occuper la place qu'elle devrait dans
ce monde des médias en termes d'information et de communication. Bonjour, je suis Aboubacar Ba de la société civile. Nous avons un constat sur le terrain concernant les agents des radios rurales. Ces gens-là, nous avons constaté que très souvent, lorsqu'ils sont en mission, ils empruntent souvent des taxis motos. Bon, nous ne savons pas exactement ces fonds-là. Est-ce que c'est des fonds qui viennent de leur poche? Est-ce que c'est des fonds qui leur sont alloués? Alors, j'ai quelques questions pour le ministère de l'Information. Ma première question est de savoir, est-ce que dans le budget du ministère, il existe une ligne budgétaire qui est prévue, par exemple, pour que les radios rurales soient équipées, que ce soit sur le plan logistique, à commencer par le matériel avec lequel ils travaillent dans la radio et le matériel sur le terrain pour leur faciliter leur activité. Est-ce qu'il y a effectivement un budget qui est prévu pour les assister dans leurs déplacements et autres? Merci. Mais merci beaucoup pour la question. Il faut comprendre quand même qu'au niveau du ministère de la Communication, il y a quand même un fonctionnement assez atypique. C'est-à-dire la plupart des services, que ce soit la radio rurale ou la RTG, ont des fonctionnements un peu indépendants du fonctionnement même du ministère. D'où la nécessité pour nous de changer ce mode de fonctionnement. Parce que quand même, pour qu'ils puissent fonctionner, ça demande un certain investissement. Et pour cela, il faudrait que la mobilisation des ressources soit effective et qu'également le recouvrement des services soit effectif et qu'il y ait une seule caisse commune, justement, pour faire face après à toutes ces dépenses-là. Mais qu'à cela ne tienne, nous, au niveau du ministère, nous avons quand même pris conscience, je l'ai dit tout à l'heure, que la nécessité de doter progressivement nos personnes à l'intérieur du pays de moyens de déplacement pour pouvoir effectuer leurs services. Ministre Mbara Ntanara Ibrahim Souma de Berka Komedi Kha Menge préfecture Kima Ouafi Makori Fine Amudangima yi radio Riral Fina RTG Fisi Dena Wona Foloma Meninama et le RTG Tongo Aka Maïtale Amudangi Hali préfecture Fura Khibari Fima Dena Khibari Mostoma Wonu yi canal gagné wo wali ma di mise no ma niede han di préfecture dongo e handa ka ko fangano di RTG ka khibaru mo soto di a printi kima a khibaru kima orin friande ministre mangri ma bori eno mutan yudu berkatongo radio rural la hanabe adangi khori dinina na hedangi khorida enagasiga ekasayilla bayadiri ekasay tondo bredi eli mane ne mura sagobi ne moy radio rural mo sotoma wonnoma misira badi fere mundum na badi han nada ka dongo fangono radio rural khibaru mo sotodi ba yida ka kwi birin tuluma tiri radio rural nanna eno moy radio rural nanoma e ka kwi da dangi di enare fakamma Rosi ministry wontanara mobile di fora ma hori sakayandi mubi mo hori yala hana fu banque ndina naba na hansa yi khibaru fime sagui kelife ha mengi ko ndema halambani na hansa ge sagui e hayi point de déplacement fira yi woto fima asiga yi moto fima na hanno manie de takhir mu no madudi e khawale ku ikana re khibaru fi ku ikana re khibaru to fima kana. Aujourd'hui, c'est vrai que le signal de la RTG au niveau de l'intérieur du pays ne dépasse pas certaines sous-préfectures. Justement, cela est dû aux émetteurs qui sont de faible puissance. Comme je le dis, soit il y a des émetteurs qui sont en panne, et où il y a des émetteurs, celles qui ne sont pas en panne sont de très faible puissance. Donc pour que les gens puissent, le citoyen puisse recevoir le signal pour une plus large couverture, il faut au minimum des émetteurs de 500 watts. Et donc, je le disais tantôt, nous venons de signer un contrat en attendant le début de la TNT pour le remplacement des sites de diffusion, des émetteurs de tous les sites de diffusion à l'intérieur du pays. Ils sont au nombre de 33. Et idem pour la radio rurale, nous allons changer les émetteurs de toutes les radios rurales à l'intérieur du pays. Et celles qui sont en bon état, nous allons en faire des sites de relais pour assurer la couverture la plus large que possible. Et quelque chose qui, quand même, il est important de signaler, c'est que dans les nouveaux équipements que nous allons acquérir pour les sites de diffusion, nous allons acquérir des émetteurs dual cast. Ça veut dire qu'ils émettent et en analogique et en numérique.
qui va permettre à la population de recevoir le signal sans forcément passer par le décodeur de Canal ou par StarTime, mais qui peut, grâce à sa télé tube cathodique analogique, peut recevoir le signal de la RTG qui aujourd'hui émet en numérique, mais la population sans décodeur, c'est une préoccupation que j'ai souvent entendue, n'arrive pas à l'utiliser. Donc c'est quand même un problème qui sera résolu. Concernant maintenant encore une fois les moyens de déplacement, nous avons prévu encore déjà d'acquérir cette année, on a mis dans notre budget, enfin c'est déjà engagé dans la chaîne de dépenses, l'acquisition de moyens de déplacement, notamment de motos, pour le personnel à l'intérieur du pays. Et aussi, nous avons prévu au titre du budget, la LFI 2023, l'acquisition de moyens de déplacement, c'est-à-dire des véhicules, pour permettre à nos directions régionales de se déplacer, pour justement aller vérifier le fonctionnement des sites qu'ils supervisent, que ce soit au niveau des sites des stations de radio rurale, mais également des sites de diffusion ou des sites de la RTG, parce qu'il faut même comprendre que les directions régionales représentent la direction centrale au niveau des régions, et cela va se faire très très bientôt. Madame la ministre, on tend vers la fin de cette émission, et l'autre exercice, c'est que vous fixiez la caméra et que vous vous adressiez à tous les Guinéens. Pour nous, il est quand même essentiel que nous comprenions que pour que les médias de service public puissent se professionnaliser, il est quand même important de faire de lourds investissements, mais la maintenance aussi est assez essentielle. Je lance quand même un appel à tous les médias, que nous puissions comprendre la nécessité aujourd'hui d'être une famille des médias, sans exception, de créer des partenariats gagnant-gagnant entre déjà le monde des médias, c'est-à-dire entre les partenaires publics, et les médias publics et les médias privés, et tout cela autour de leur tutelle, qui est le ministère de la Communication. Et nous sommes là pour eux, qu'ils sont les bienvenus chez eux, au sein de ce ministère. J'ai une équipe assez dynamique autour de moi que je remercie. J'ai un secrétaire général que j'appelle Bras Armé, qui est formidable, qui m'aide au quotidien dans mon travail. Je souhaiterais remercier le président de la transition, qui a bien voulu renouveler sa confiance en ma modeste personne lors du remaniement du gouvernement qui a eu lieu ce mois. Et aussi, je remercie également le leadership de notre Premier ministre, qui est quand même autour de lui une équipe assez soudée et qui prône toujours la cohésion gouvernementale. Merci à vous, Madame la Ministre. C'était donc, on fait le point et on l'a fait avec la Ministre de l'Information et de la Communication, Aminata Akaba. Et on l'a également fait avec les confrères Amadou Djulde Diallo de City FM. Merci Djulde. Merci. Et Mamadou Lamine Barry du groupe Évasion Guinée. Merci Lamine. Merci. Merci à vous tous. Bienvenue dans ce plateau spécial, on fait le point. Le contexte, on vous le rappelle une nouvelle fois, c'était à la suite d'une directive du président de la transition qui invitait les membres du gouvernement et certains commis de l'État à venir rendre compte dans les médias et aux contribuables de la gestion que chacun a fait des ressources financières mises à disposition. Notre invité pour ce numéro est le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdourahmane Sike Camara. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Pour la conduite des échanges, Mariama Simosila du groupe Évasion. Bonjour, Mariam. Bonjour. Amadou Djulde Diallo de City FM. Bonjour, Djulde. Bonjour. Merci donc à vous tous pour la modération Ibrahima Khalil Diakité de la RTG. Avec le ministre Abdourahmane Sike Camara, nous tenterons de comprendre ce à quoi ressemble la coordination du travail gouvernemental, la modernisation en cours des services du secrétariat général du gouvernement, la numérisation des archives et le relooking du journal officiel de la République attendue. Vous devriez réhabiliter des infrastructures, poursuivre la numérisation des services, apporter des innovations. Pour cela, aussi, des ressources ont été mises à votre disposition. Pouvons-nous en savoir davantage? Merci beaucoup. Il est important d'abord de préciser
que le secrétariat général du gouvernement est plus un département institutionnel que sectoriel. À savoir qu'il y a effectivement des ressources qui sont mises à la disposition du secrétariat général du gouvernement, des ressources certes insuffisantes, mais nous sommes un département très ambitieux. Les cadres sont très ambitieux pour réaliser effectivement l'ensemble des projets que nous avons. Ce budget correspond à un peu moins de 30 milliards de francs guinéens, exactement 29 milliards, et nous avons, avec ce budget, réussi pourtant à réaliser un certain nombre de missions. Notamment, nous avons installé l'ensemble des membres du gouvernement depuis notre prise de fonction le 21 octobre 2021 et l'ensemble des hauts cadres de l'État. Nous avons aussi cherché à renforcer les capacités des administrateurs en organisant d'abord le séminaire à l'intention des membres du gouvernement, également à l'intention des secrétaires généraux et des chefs de cabinet. Au jour d'aujourd'hui, depuis le vendredi passé, nous avons commencé le séminaire à l'intention des directeurs généraux, des directeurs nationaux, mais également à l'intention des conseillers juridiques. Nous allons bien sûr l'étendre à d'autres cadres de l'État, notamment ceux des sociétés publiques et des sociétés mixtes, et avec cette ambition que nous avons pour former l'ensemble des cadres du pays, puisqu'on a hérité d'une situation qu'on peut qualifier de catastrophique, parce que les cadres guinéens ont besoin de formation. C'est extrêmement important et c'est l'une de nos missions. Et lorsqu'on parle naturellement du secrétariat général du gouvernement, il est important de préciser que le secrétariat général du gouvernement, conformément à l'article 1er du décret numéro 0110 du 18 février 2022, il a pour mission d'assister le Premier ministre chef du gouvernement dans la coordination, l'impulsion et le contrôle de l'action gouvernementale et d'application de la politique du président de la transition, la politique nationale du président de la transition. À ce titre, il est particulièrement chargé d'assurer l'organisation du Conseil des ministres, du Conseil interministériel, mais également de toute autre réunion interministérielle et d'en assurer le suivi des décisions prises en relation avec le cabinet de la primature, mais également d'intervenir en tant qu'acteur principal à chaque étape du processus conduisant au travail gouvernemental. Aussi, convient-il de préciser que le secrétariat général du gouvernement est chargé d'assurer le programme de travail gouvernemental, de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires initiés par les départements ministériels et d'assurer leur transmission. Il faut préciser que nous contribuons également à moderniser le travail gouvernemental, à gérer les documents sécurisés de l'État et aussi nous assumons le rôle de conseiller juridique du gouvernement en donnant des avis juridiques au gouvernement. La gestion des bases de données des hauts fonctionnaires de l'État et la publication de tous les actes dans le journal officiel de la République, que ce soit les lois,
les ordonnances, les arrêtés, les décisions ministérielles, les conventions et accords internationaux. Donc voilà, grosso modo, quelles sont les missions fondamentales assignées au secrétariat général du gouvernement, avec naturellement le budget que nous avons, et dont il y a des projets en vue de sa révalorisation, puisque malgré ce budget relativement insuffisant, on espère, avec l'accompagnement bien sûr de l'autorité, que ce budget soit révalorisé. Avez-vous une idée des grandes dépenses qui ont pu être effectuées à l'intérieur de ce budget qui vous avait été affecté? Effectivement, ce budget est dans le respect de l'orthodoxie financière. Nous nous sommes conformés à la législation en matière du respect de l'exécution du budget, au niveau naturellement du titre 2 déjà, qui correspond aux dépenses relatives au personnel, c'est-à-dire les salaires, qui tournent autour de 8 milliards. Aussi, en ce qui concerne les dépenses des biens et services au niveau du secrétariat général du gouvernement, qui tournent autour de 7 milliards. Aussi, il y a les dépenses de transfert qui tournent autour de 2 milliards. Il s'agit des subventions accordées à l'EPA que nous avons en notre sein, qui est le centre de documentation administrative, mais il y a également les dépenses d'investissement qui sont autour de 11 milliards. Il s'agira là de comprendre que ça rentre dans le cadre du projet phare du secrétariat général du gouvernement, en ce qui concerne principalement l'implantation de l'imprimerie du gouvernement. C'est l'ancienne imprimerie, Patrice Lumumba, ou bien vous avez en projet la construction d'une nouvelle imprimerie? Il faut retenir que de ce côté-là... D'abord, est-ce que rassurez-nous que l'imprimerie est revenue dans le portefeuille de l'État? Ça, c'est une réalité récente, mais une imprimerie du gouvernement est en projet d'être réalisée. Voilà. Maintenant, les autres dépenses qui ont été faites, notamment dans le cadre de la conduite du journal officiel de la République, de la numérisation des archives, où en êtes-vous? Quelles sont les dépenses qui ont pu être effectuées sur ce point? En ce qui concerne le journal officiel, il y a bien sûr à ce niveau un contrat qui a été exécuté avec une entreprise de la place pour publier un certain nombre de numéros du journal officiel, et cette dépense correspond à 1,5 milliard. Et aussi, nous avons des projets concernant la numérisation, la dématérialisation des archives, et là aussi, ça exige que le budget du secrétariat général du gouvernement soit révalorisé pour pouvoir y faire face. Au moment de l'arbitrage dans le domaine budgétaire récemment, nous avons attiré l'attention pour que le secrétariat général du gouvernement puisse être accompagné à l'instar des secrétariats généraux des autres pays. Car ce qu'il faut retenir, c'est que le secrétariat général est la cheville ouvrière du gouvernement. C'est le laboratoire du gouvernement. C'est ici que les textes parviennent pour contribuer à rendre ces textes à la fois cohérents, mais aussi en conformité avec les règles, et le cas échéant, avec les délibérations du Conseil des ministres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette première partie de notre émission. À présent, nous allons entamer la rubrique que nous avons dénommée le face-à-face. En ce moment, vous avez des journalistes devant vous qui vont vous poser quelques questions. Et la première question va vous être posée par notre consoeur, Mariama Silla, du groupe Évasion. Alors, Monsieur le ministre, vous occupez un département stratégique du gouvernement. Alors, dites-nous, quel rôle comptez-vous jouer dans les audits annoncés par le président de la transition? Alors, il est vrai que le secrétariat général du gouvernement, de par sa position stratégique, comme vous le dites, est
est chargé d'enregistrer l'ensemble des actes normatifs aussi, parmi lesquels il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les lois, et les arrêtés, et les ordonnances, et les décisions ministérielles. C'est à ce niveau exactement, puisque nous avons en notre sein une mission d'enregistrement unique des actes normatifs. Donc tous les actes pris, qui sont des actes de l'autorité, sont des actes qui sont enregistrés au niveau du secrétariat général du gouvernement. Par conséquent, au regard ou au vu de ces actes normatifs enregistrés, ça peut être un moyen important de faciliter cette instruction présidentielle relative aux audits. Sinon, ce volet concerne les ministères sectoriels, mais comme je vous l'ai dit, le secrétariat général du gouvernement, par ses attributions d'enregistrement unique des actes normatifs principalement, peut apporter un rôle ou jouer un rôle extrêmement important. Monsieur le ministre, le face-à-face se poursuit avec Amadou Diouldé Diallo. Alors, monsieur le ministre, vous avez rappelé, vous avez organisé, depuis votre arrivée à la tête de ce département-là, plusieurs des séminaires de formation à l'endroit des membres de certains hauts cadres de l'administration. Est-ce que toutes ces formations ont répondu à vos attentes à date sur le terrain, mais aussi à quel coût toutes ces formations ont été organisées, sachant que vous avez annoncé le chiffre de votre budget qui s'élève à peu près de 30 milliards? Alors, il est vrai que, en tenant compte du niveau de formation des cadres et conformément aussi à ces attributions, nous avons organisé des séminaires de formation sur des thèmes qui permettent aux administrateurs de mieux comprendre c'est quoi l'administration, c'est quoi le fonctionnement du budget, l'organisation du budget, c'est quoi l'exercice ou la gouvernance. C'est dans le sens qu'il y ait une bonne gouvernance. La bonne gouvernance, et c'est l'un des credos, comme vous le savez, du CNRD, et particulièrement du président de la transition. Alors, monsieur le ministre, en Conseil des ministres, le président insiste souvent sur la solidarité gouvernementale entre les membres du gouvernement. Une instruction qui peine à se concrétiser. Comment expliquez-vous cela? Et comment inverser la tendance? Qui peine à se concrétiser est un bien grand mot, une phrase qui, à mon sens, ne correspond pas tout à fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est que au sein du gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale. Il y a une cohésion et une harmonie qui méritent naturellement d'être renforcées. Et cette solidarité gouvernementale a commencé à se mettre en place dès le départ, au moment des premières installations. Lorsque des nominations ont commencé à être faites par le président de la transition, à chaque installation de 4 ministres, ces mêmes ministres se déplaçaient pour aller installer le lendemain les autres qui sont nommés. Après les installations des 4, le lendemain, ou aussitôt quand on a installé un membre du gouvernement, il suit pour aller installer les autres membres du gouvernement. La solidarité gouvernementale a commencé là. Elle a continué au moment où le gouvernement s'est déplacé pour aller à Kalea et à Samoria. C'était une retraite. La solidarité gouvernementale s'est poursuivie avec l'immersion du gouvernement dans son entièreté, pratiquement dans les régions. Et au jour d'aujourd'hui, il est vrai que le chef de l'État, qui est le chef d'orchestre, doit toujours rappeler les grandes lignes de sa vision
dans le fonctionnement du gouvernement. Sinon, la solidarité gouvernementale est une réalité de la transition. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Amadou Diallo Diallo pour la question suivante. Ma question, Monsieur le ministre, c'est par rapport à l'organisation des conseils des ministres qui se tiennent chaque semaine. Ça coûte combien à l'État, l'organisation de ces conseils des ministres-là? Et comment vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas souvent de soucis dans la coordination de cette action entre le secrétariat du gouvernement et le cabinet de la primature? Alors, en ce qui concerne l'organisation du conseil interministériel, il y a bien naturellement une coordination entre le secrétariat général du gouvernement, la primature et l'ensemble des départements sectoriels. Voilà comment les choses se passent. Avant, il faut savoir qu'il y a deux conseils. Comme je le disais, il y a le conseil interministériel qui se tient tous les mardis et le conseil des ministres qui se tient tous les jeudis. Conseil interministériel, c'est l'instance de communication, de discussion, de recommandation. Et le conseil des ministres, c'est l'instance de décision. Les ministres qui doivent faire des communications font parvenir ces dernières au niveau du secrétariat général du gouvernement qui fait une programmation d'ordre du jour du conseil interministériel qui se tient donc les mardis. Les ministres communiquent, des recommandations sont formulées après débat et discussion. Un ordre du jour est déjà élaboré par le secrétariat général du gouvernement et les recommandations sont programmées pour le conseil des ministres du jeudi pour que des décisions soient prises, grosso modo. En ce qui concerne le coût du conseil interministériel, c'est la prérogative de la primature. Et vous aurez l'occasion d'échanger avec le Premier ministre. En ce qui concerne le coût du Conseil des ministres, présidé par le président de la République, c'est principalement au niveau de la présidence, et vous aurez là aussi l'occasion de discuter là-dessus avec le ministre secrétaire général de la présidence. Monsieur le ministre, il y a dans l'opinion, dans les commentaires de l'actualité nationale ces derniers temps, il est arrivé que certains grands commis de l'État ont été suspendus qui ont été nommés par décret présidentiel et qui ont été suspendus par arrêté ministériel, parfois par décision ministérielle. Cette situation s'est avérée un peu incongrue aux yeux de l'opinion parce que ça s'est répété, ça a commencé par un premier ministère, un deuxième ministère. Est-ce que cette pratique-là, comment on explique cette pratique? Est-ce qu'il faut la laisser prospérer? Il faut savoir que le Premier ministre est tout à fait en droit. Quand bien même le cadre est nommé par décret, il est tout à fait habilité à prendre des mesures conservatoires par arrêté. Par exemple, une mesure de suspension par arrêté. Maintenant, s'il s'agit de, je dis bien, c'est une mesure conservatoire, ça veut dire qu'elle est provisoire, elle est temporaire. S'il s'agit d'une mesure définitive, ça, c'est le parallélisme des formes. Celui qui est nommé par décret ne peut être révoqué que par décret. Ouais. Mais dans le cas des mesures conservatoires, le Premier ministre est en droit de prendre un arrêté. Mais il ne s'agit pas du Premier ministre seulement. Le cas s'est passé aussi au ministère de la Justice. Un cadre du ministère de la Justice qui a été nommé par décret a été suspendu par un arrêté du ministre. Je n'ai pas souvenance. Ok, d'accord. Voilà, à présent, Monsieur le ministre, vous allez répondre à certaines questions de vos concitoyens qui ont bien voulu vous adresser quelques préoccupations. Vous allez suivre les questions et puis vous y apporter les réponses nécessaires. Bonjour à tous, bonjour aux membres du gouvernement, bonjour au président de la transition. Moi je me nomme Amadou Diallo, je suis citoyen à Matuto. Je voudrais poser deux questions au ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur le ministre, j'entends souvent secrétariat général du gouvernement. Selon vous, quelles sont les fonctions principales de votre département?
Autre question que je voudrais vous demander aussi, à date, vous avez enregistré combien de décrets au niveau de votre service depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021? Je vous remercie. Bien, je vais donc revenir sur les missions du secrétariat général du gouvernement. Le plus souvent, beaucoup pensent que la mission principale du secrétariat général, que la mission du secrétariat général du gouvernement se résume à la passation entre les membres du gouvernement. Il y a plus que ça. Il y a l'enregistrement unique des actes normatifs qui sont les lois, les ordonnances, les arrêtés, les décisions ministérielles, les actes et les conventions internationales. Il y a également la gestion des documents sécurisés de l'État. Il y a le rôle de conseiller juridique et le rôle de donner des avis juridiques au gouvernement. Il y a naturellement contribué à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et leur insertion en vue de leur publication dans le journal officiel, en vue de leur opposabilité aux tiers. Il y a aussi le rôle d'organisation, comme je l'ai dit, du Conseil des ministres, du Conseil interministériel, assister le Premier ministre dans la coordination de l'action gouvernementale, dans le contrôle de l'action gouvernementale, mais également dans l'application de la politique de la nation déterminée par le chef de l'État. Voilà, grosso modo, le rôle assigné au niveau du secrétariat général du gouvernement. En ce qui concerne le rôle extrêmement important du secrétariat général du gouvernement, il s'agit de procéder à l'enregistrement unique des actes normatifs, parmi lesquels les décrets, parmi lesquels les arrêtés, les décisions et naturellement les conventions. Un nombre extrêmement important au jour d'aujourd'hui. On est pratiquement au niveau de près de 600 actes concernant principalement les décrets, c'est autour de 600. Bonjour, je suis Aboubakar Ba de la société civile. J'ai une question pour le secrétaire général du gouvernement concernant la documentation du dit gouvernement. En fait, est-ce qu'il y a un programme de digitalisation de l'ensemble du programme du secrétariat du gouvernement qui peut permettre au peuple de Guinée ou bien aux citoyens guinéens de consulter les documents du gouvernement à travers tout le pays, ou bien les projets, les programmes qui sont réalisés, leur effet sur la vie des Guinéens. Est-ce qu'il y a un programme qui est prévu dans ce sens? Bien, pour la question est extrêmement d'actualité, elle est importante. Dans le cadre de la modernisation du travail de l'administration en général, il y a au sein du secrétariat général du gouvernement différentes directions. La direction qui s'occupe de ce volet, il y a la direction de la modernisation du travail gouvernemental et il y a aussi la direction de la gestion des hauts fonctionnaires de l'État. Concernant sa question, ces deux directions sont en train en ce moment de travailler sous naturellement la coordination, ma coordination, puisque nous sommes en partenariat avec les institutions internationales, les partenaires techniques. Nous avons en ce moment dans la maison un expert qui vient nous assister en vue de réaliser un certain nombre de projets du secrétariat général du gouvernement, parmi lesquels la mise en ligne du journal officiel, parmi lesquels le projet de digitalisation au sein du secrétariat général du gouvernement, en vue de rendre beaucoup plus facile, accessible et dans le respect des réalités d'aujourd'hui et faciliter pour tout un chacun l'accès de la documentation. Nous avons au niveau du secrétariat général du gouvernement qui assure la tutelle
administrative du centre de documentation administrative qui existe et qui a aussi ce projet de numérisation des archives en général. Donc sa préoccupation est tout à fait prise en compte par l'État et principalement par le secrétariat général du gouvernement. Voilà, Monsieur le ministre, cette émission tire pratiquement à sa fin. À présent, on va peut-être vous demander votre mot de la fin, votre conclusion. Je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission. Le mot de la fin consiste à informer, ou tout au moins à porter à la connaissance du peuple de Guinée que le secrétariat général du gouvernement, constitué en ce moment de cadre dynamique et déterminé à accompagner le président du CNRD, le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou, et le secrétariat général du gouvernement travaille très bien avec l'ensemble des départements et également avec la primature et la présidence de la République dans la solidarité, la cohésion et naturellement dans l'intérêt du peuple de Guinée. Voilà, ce numéro de On fait le point consacré à une meilleure connaissance du secrétariat général du gouvernement est à présent terminé. Nous avons eu l'immense plaisir de recevoir le ministre Abdourahmane Siké Camara. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu et de vous être prêté à cet exercice. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous avons conduit ensemble cet échange avec Monsieur le ministre, notre consoeur du groupe Évasion, Mariama Simo Sila. Merci, Mariam, d'être passée. Et aussi notre confrère de City FM, Amadou Djoulde Diallo. Merci, Djoulde, d'être passé. Merci. Merci aux millions de téléspectateurs et à très vite.